300 000 km par seconde. C'est la limite absolue que l'univers impose à tout ce qui existe. Rien ne peut la dépasser. Aucune fusée, aucune particule, aucune information. Du moins, c'est ce qu'on nous a appris depuis plus d'un siècle. Mais cette nuit, tu vas comprendre pourquoi cette limite n'est pas une simple règle physique. C'est un mur. Un mur qui cache quelque chose de si immense, de si terrifiant, que les physiciens les plus brillants de notre époque refusent d'en parler publiquement. Derrière cette barrière invisible se trouve peut-être la réponse à une question que l'humanité se pose depuis la nuit des temps. Sommes-nous seuls dans l'existence ? Et si la réponse était non ? Si des milliards de versions de toi-même, vivant des vies légèrement différentes, existaient en ce moment même, juste de l'autre côté de ce mur de lumière ? Cette nuit, nous allons explorer 3 mystères interconnectés qui vont changer à jamais ta perception de la réalité. Premièrement, nous découvrirons pourquoi la vitesse de la lumière n'est pas simplement une constante physique, mais plutôt une frontière cosmique délibérée qui sépare notre univers d'une infinité d'autres. Deuxièmement, nous plongerons dans les équations mathématiques qui prédisent l'existence de ces univers parallèles. Des équations qui fonctionnent parfaitement, mais que personne n'ose accepter complètement. Troisièmement, nous examinerons les preuves troublantes découvertes ces dernières années, qui suggèrent que ces univers parallèles ne sont pas seulement une possibilité théorique, mais qu'ils exercent une influence mesurable sur notre propre réalité. Ce que tu vas découvrir cette nuit va te priver de sommeil. Non pas parce que c'est effrayant au sens traditionnel du terme, mais parce que cela remet en question tout ce que tu croyais savoir sur toi-même, sur ta place dans l'existence et sur la nature même de ce que nous appelons la réalité. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, abonne-toi maintenant. Le voyage commence ici. Commençons par ce que la science officielle nous enseigne sur la vitesse de la lumière. Selon la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, publiée en 1905, la vitesse de la lumière dans le vide est une constante universelle. Elle vaut exactement 299 792 km et 458 mètres par seconde. Cette valeur est si fondamentale qu'elle sert de base à notre définition moderne du mètre. En effet, depuis 1983, le mètre est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une durée d'un 300 millionième de seconde. Cette constante, que les physiciens désignent par la lettre C, joue un rôle absolument central dans notre compréhension de l'univers. Elle apparaît dans pratiquement toutes les équations fondamentales de la physique moderne. Dans la célèbre équation d'Einstein, E égale mc au carré, elle relie la masse à l'énergie. Dans les équations de Maxwell, elle détermine la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques. Dans la relativité générale, elle fixe la vitesse maximale à laquelle l'information peut voyager à travers l'espace-temps. La raison pour laquelle rien ne peut dépasser cette vitesse, selon Einstein, est profondément liée à la structure même de l'espace et du temps. À mesure qu'un objet massif accélère et se rapproche de la vitesse de la lumière, 3 phénomènes extraordinaires se produisent simultanément. Premièrement, sa masse relativiste augmente, tendant vers l'infini à mesure qu'il approche de C. Deuxièmement, sa longueur dans la direction du mouvement se contracte, tendant vers 0. Troisièmement, le temps à bord de cet objet ralentit par rapport à un observateur stationnaire, tendant lui aussi vers l'arrêt complet. Ces 3 phénomènes conjugués rendent impossible l'accélération d'un objet massif jusqu'à la vitesse de la lumière. Il faudrait une énergie infinie pour atteindre C, et comme l'énergie infinie n'existe pas dans notre univers, la vitesse de la lumière demeure une barrière infranchissable. Seules les particules dépourvues de masse au repos, comme les photons eux-mêmes, peuvent que voyager exactement à cette vitesse. Et rien, absolument rien, ne peut aller plus vite. Cette explication est élégante. Elle est cohérente. Elle a été vérifiée par d'innombrables expériences au cours du siècle dernier. Les accélérateurs de particules comme le grand collisionneur de Hadron au CERN ont confirmé ces prédictions avec une précision extraordinaire. Les horloges atomiques embarquées sur des satellites GPS doivent être corrigées pour tenir compte de la dilatation du temps. Exactement comme Einstein l'avait prédit. La théorie fonctionne. Elle fonctionne parfaitement, mais voici le problème. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Einstein n'a jamais expliqué
Pourquoi la vitesse de la lumière a cette valeur précise? Pourquoi 299 792 km par seconde? Pourquoi pas 300 000? Pourquoi pas 200 000? Pourquoi pas 1 million? La théorie de la relativité décrit brillamment les conséquences de cette limite, mais elle ne dit rien sur son origine. C'est comme si quelqu'un t'expliquait parfaitement les règles d'un jeu sans jamais te dire qui a inventé ces règles, ni pourquoi elles existent. Pendant des décennies, les physiciens ont considéré cette question comme sans importance. La vitesse de la lumière est ce qu'elle est. Point final. C'est une constante fondamentale de l'univers, au même titre que la constante gravitationnelle ou la charge de l'électron. Ces valeurs sont ce qu'elles sont parce qu'elles le sont. Accepte-les et continue tes calculs. Mais cette réponse satisfaisait de moins en moins de théoriciens au fil des années. Et à partir des années 1980, une nouvelle génération de physiciens a commencé à poser des questions dérangeantes. Des questions qui allaient mener à des découvertes stupéfiantes. La première fissure dans le mur est apparue avec la théorie des cordes. Cette théorie, qui tente d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale, suggère que les particules fondamentales de l'univers ne sont pas des points sans dimension, mais plutôt de minuscules cordes vibrantes. Ces cordes peuvent vibrer de différentes manières, et chaque mode de vibration correspond à une particule différente. Un électron serait une corde vibrant d'une certaine façon. Un quark serait la même corde vibrant d'une autre façon, et ainsi de suite. Le problème, c'est que les mathématiques de la théorie des cordes ne fonctionnent que si l'univers possède plus de 3 dimensions spatiales. Beaucoup plus. Selon les différentes versions de la théorie, il faudrait 10, 11, voire 26 dimensions pour que les équations soient cohérentes. Où sont ces dimensions supplémentaires? Pourquoi ne les percevons-nous pas? La réponse standard est qu'elles sont compactifiées, enroulées sur elles-mêmes à une échelle si petite, de l'ordre de la longueur de Planck, soit environ 1 milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de mètre, que nous ne pouvons pas les détecter directement. Imagine une fourmi marchant sur un câble très fin. Du point de vue de la fourmi, le câble a 2 dimensions, une longue, le long du câble, et une autre enroulée autour du câble. Mais vu de loin, le câble semble n'avoir qu'une seule dimension, sa longueur. Les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes seraient comme cette dimension enroulée, invisibles à notre échelle. Mais voici où les choses deviennent vraiment étranges. Les physiciens ont réalisé que la façon dont ces dimensions supplémentaires sont compactifiées détermine les propriétés fondamentales de l'univers. La masse des particules, la force des interactions, et oui, la vitesse de la lumière. Tout cela dépend de la géométrie exacte de ces dimensions cachées. Et il existe un nombre astronomique de façons différentes de compactifier ces dimensions. Les estimations varient, mais certains calculs suggèrent qu'il y aurait 10 puissance 500 configurations possibles. C'est un nombre tellement gigantesque qu'il défie l'imagination. Pour te donner une idée, le nombre total d'atomes dans l'univers observable est d'environ 10 puissance 80. Le nombre de configurations possibles des dimensions supplémentaires est incomparablement plus grand. Chaque configuration donnerait naissance à un univers avec des lois physiques légèrement différentes. Dans certains de ces univers, la vitesse de la lumière serait plus élevée. Dans d'autres, elle serait plus faible. Dans certains, les électrons seraient plus lourds. Dans d'autres, la gravité serait plus forte. La plupart de ces univers seraient stériles, incapables d'abriter des étoiles, des planètes ou la vie. Mais parmi cette infinité de possibilités, certains univers, dont le nôtre, auraient exactement les bonnes propriétés pour que la complexité émerge. C'est ce qu'on appelle le paysage des cordes, ou string landscape en anglais. Et cette idée a des implications vertigineuses. Si chaque configuration possible existe réellement quelque part, alors notre univers n'est qu'un parmi une infinité. La vitesse de la lumière dans notre univers n'est pas une constante fondamentale de toute l'existence, mais simplement une propriété locale de notre coin particulier du multivers. Ailleurs, dans d'autres univers, d'autres valeurs prévalent. Mais peut-être te dis-tu que tout cela reste très théorique. Après tout, comment pourrait-on jamais prouver l'existence de ces autres univers si la vitesse de la lumière nous empêche de les atteindre?
ou même de communiquer avec eux. C'est là que la réalité devient beaucoup plus troublante que la fiction. En 2015, une équipe de cosmologistes analysant les données du satellite Planck, qui cartographie le rayonnement fossile de l'univers, a fait une découverte extraordinaire. Ils ont trouvé des anomalies dans la température de ce rayonnement. Des zones plus froides ou plus chaudes que prévu, formant des motifs qui ne correspondent à aucune explication conventionnelle. L'une des hypothèses avancées pour expliquer ces anomalies est stupéfiante. Ces irrégularités pourraient être les cicatrices laissées par des collisions avec d'autres univers dans un passé extrêmement lointain, durant les premiers instants suivant le Big Bang. Si le multivers existe, et si notre univers a eu des voisins avec lesquels il est entré en contact avant l'expansion cosmique, ces contacts auraient laissé des traces détectables dans le rayonnement fossile. Bien sûr, cette interprétation reste controversée. D'autres explications sont possibles pour ces anomalies et la communauté scientifique n'a pas encore atteint de consensus. Mais le simple fait que cette hypothèse soit prise au sérieux par des chercheurs mainstream montre à quel point notre compréhension de la réalité a évolué. Et puis, il y a la mécanique quantique. Cette théorie, qui décrit le comportement des particules à l'échelle subatomique, contient elle aussi des indices troublants de l'existence d'univers parallèles. L'interprétation des mondes multiples, proposée par Hugh Everett en 1957, suggère que chaque fois qu'une mesure quantique est effectuée, l'univers se divise en plusieurs branches. Dans l'une, la particule va vers la gauche. Dans l'autre, elle va vers la droite. Ces deux branches continuent d'exister parallèlement, sans interaction possible entre elles après la séparation. Pendant longtemps, cette interprétation a été considérée comme une curiosité philosophique, sans conséquences pratiques. Après tout, si ces branches ne peuvent jamais interagir, quelle importance ? Mais des travaux récents en cosmologie quantique suggèrent que l'interprétation d'Everett pourrait être plus qu'une simple interprétation. Elle pourrait être une description littérale de la réalité. Et voici le lien avec la vitesse de la lumière. Dans le cadre de cette interprétation, la vitesse de la lumière joue un rôle crucial. Elle définit la vitesse maximale à laquelle les différentes branches de l'univers peuvent se décohérer, c'est-à-dire devenir définitivement séparées. Elle agit comme une sorte de valve qui contrôle le taux de création de nouveaux univers, à chaque instant. Certains théoriciens vont encore plus loin. Ils suggèrent que la vitesse de la lumière n'est pas seulement une limite sur le mouvement dans l'espace, mais une limite sur notre capacité à percevoir les autres branches de la réalité. Ce que nous appelons l'espace serait en fait une projection limitée d'une structure beaucoup plus vaste, multidimensionnelle, où tous les univers possibles coexistent. Mais la réalité est beaucoup plus sombre que ces spéculations académiques, car si ces théories sont correctes, alors chaque décision que tu prends, chaque événement quantique qui se produit dans ton cerveau à chaque instant, crée de nouvelles branches de la réalité. Des versions alternatives de toi-même, vivant des vies légèrement ou radicalement différentes, existeraient en nombre incalculable. Dans certaines de ces branches, tu n'es jamais né. Dans d'autres, tu es mort il y a des années. Dans d'autres encore, tu as fait des choix différents qui t'ont mené à une vie complètement autre. Et tu ne peux pas les atteindre. Tu ne peux pas les voir. Tu ne peux même pas prouver qu'ils existent. La vitesse de la lumière, cette limite que nous pensions comprendre, cette constante que nous pensions être une simple propriété de l'espace, serait en réalité le gardien d'une prison cosmique dont nous ne pouvons nous échapper. Nous sommes peut-être entourés d'une infinité d'univers, d'une infinité de versions de nous-mêmes, si proches et pourtant absolument inaccessibles. La vitesse de la lumière ne serait pas une limite physique, mais une frontière ontologique, une barrière entre les différents niveaux de réalité. Et cette idée, aussi vertigineuse soit-elle, n'est que le début de notre exploration. Car dans les prochaines parties de ce voyage, nous allons découvrir les mécanismes physiques précis qui pourraient expliquer cette séparation entre les univers. Nous examinerons les phénomènes violents et cataclysmiques qui se produisent aux frontières de notre réalité. Et nous confronterons les implications existentielles les plus profondes de cette vision du cosmos. La vitesse de la lumière cache bien plus qu'un simple nombre. Elle cache peut-être le secret de l'existence elle-même. Pour comprendre véritablement ce que la vitesse de la lumière dissimule, nous devons d'abord plonger dans la nature même de ce que nous appelons la lumière.
car la lumière n'est pas simplement ce qui illumine nos journées et nous permet de voir le monde. Elle est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Elle est le tissu même de la causalité, le fil qui relie les événements entre eux dans l'univers. Commençons par une question apparemment simple. Qu'est-ce que la lumière ? La réponse que nous donnent les physiciens aujourd'hui aurait semblé de la pure magie il y a seulement 2 siècles. La lumière est une ondulation dans un champ invisible qui remplit tout l'espace. Ce champ, appelé champ électromagnétique, est une entité mathématique abstraite qui possède une valeur en chaque point de l'univers et à chaque instant. Lorsque ce champ oscille d'une certaine manière, ces oscillations se propagent à travers l'espace, et nous percevons cette propagation comme de la lumière. James Clerk Maxwell, le physicien écossais qui a unifié l'électricité et le magnétisme au XIXe siècle, a découvert quelque chose de remarquable en étudiant les équations qui décrivent ce champ. Ces équations prédisaient l'existence d'ondes électromagnétiques se propageant à une vitesse bien précise. Et cette vitesse, calculée à partir de 2 constantes mesurables en laboratoire, correspondait exactement à la vitesse de la lumière mesurée par les astronomes. Ces 2 constantes sont la permittivité électrique du vide et la perméabilité magnétique du vide. La permittivité électrique mesure la facilité avec laquelle un champ électrique peut s'établir dans l'espace vide. La perméabilité magnétique mesure la facilité avec laquelle un champ magnétique peut s'établir dans ce même espace. Lorsqu'on combine ces 2 valeurs selon la formule de Maxwell, on obtient exactement la vitesse de la lumière. Cette découverte était révolutionnaire, mais elle soulevait immédiatement une question troublante. Si la vitesse de la lumière dépend de propriétés du vide, alors le vide lui-même n'est pas vraiment vide. Il possède des propriétés, une structure, une texture. L'espace n'est pas un néant passif dans lequel les choses existent. Il est lui-même quelque chose, une entité physique avec des caractéristiques mesurables. Nous comprenons aujourd'hui que cette intuition était profondément correcte, mais d'une manière que Maxwell n'aurait jamais pu imaginer. La physique quantique des champs, développée au XXe siècle, nous révèle que le vide est tout sauf vide. À chaque instant, en chaque point de l'espace, des particules virtuelles apparaissent et disparaissent dans une danse frénétique d'énergie. Des paires de particules et d'antiparticules surgissent que du néant, existent pendant une fraction infinitésimale de seconde, puis s'annihilent mutuellement. Ce bouillonnement constant, appelé fluctuation quantique du vide, n'est pas une métaphore poétique, c'est un phénomène réel, mesurable, qui a des conséquences observables. L'effet Casimir, prédit par le physicien néerlandais Hendrik Casimir en 1948 et vérifié expérimentalement depuis, en est une démonstration spectaculaire. Lorsque 2 plaques métalliques sont placées très près l'une de l'autre dans le vide, à quelques nanomètres de distance, elles sont attirées l'une vers l'autre par une force mystérieuse. Cette force n'est ni gravitationnelle ni électromagnétique au sens classique. Elle résulte de la pression des fluctuations quantiques du vide. Entre les plaques, seules certaines fluctuations peuvent exister, celles dont la longueur d'onde correspond à un multiple de la distance entre les plaques. À l'extérieur des plaques, toutes les fluctuations sont permises. Cette différence crée un déséquilibre de pression qui pousse les plaques l'une vers l'autre. L'effet Casimir prouve que le vide possède une énergie. Cette énergie du vide, parfois appelée énergie du point zéro, est absolument gigantesque selon les calculs théoriques. Si l'on additionne l'énergie de toutes les fluctuations quantiques possibles, on obtient une valeur qui dépasse de très loin toute l'énergie contenue dans la matière et le rayonnement de l'univers observable. Certains calculs suggèrent que chaque centimètre cube de vide contient plus d'énergie que des milliards de galaxies réunies. Ce résultat est si absurde, si en désaccord avec nos observations cosmologiques, qu'il constitue l'une des plus grandes énigmes de la physique moderne. On l'appelle parfois le problème de la constante cosmologique ou la catastrophe du vide. Les physiciens savent qu'ils calculent quelque chose de travers, mais personne n'a encore trouvé l'erreur. Et voici le lien avec notre sujet. Cette énergie du vide, ces fluctuations quantiques, cette texture invisible de l'espace, tout cela détermine la vitesse de la lumière. La permittivité et la perméabilité du vide, ces constantes qui apparaissent dans la formule de Maxwell, sont en réalité des propriétés émergentes de ce bouillonnement quantique.
La vitesse de la lumière n'est pas une constante arbitraire inscrite dans les lois de l'univers. Elle est le résultat de la structure microscopique du vide lui-même. Si cette structure était différente, si les fluctuations quantiques se comportaient autrement, la vitesse de la lumière serait différente. Et selon les théories du multivers, dans d'autres univers, cette structure est effectivement différente. Mais allons plus loin encore. La vitesse de la lumière n'est pas seulement la vitesse maximale à laquelle les choses peuvent se déplacer. Elle définit quelque chose de beaucoup plus profond. Elle définit la structure causale de l'univers. Elle détermine quels événements peuvent influencer quels autres événements. Pour comprendre cela, nous devons visualiser ce que les physiciens appellent un cône de lumière. Imagine un graphique à 2 dimensions où l'axe horizontal représente l'espace et l'axe vertical représente le temps. Si tu places un point au centre de ce graphique, représentant toi-même, ici et maintenant, tu peux tracer 2 lignes diagonales partant de ce point vers le haut, représentant la trajectoire de rayons lumineux s'éloignant de toi dans les 2 directions opposées. Ces lignes forment un cône qui s'élargit vers le futur. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce cône est ton futur accessible. Ce sont les événements que tu peux potentiellement atteindre, influencer ou même simplement observer. Tout ce qui se trouve à l'extérieur du cône est absolument inaccessible pour toi. Ces événements se produisent trop loin dans l'espace par rapport à leur position dans le temps. Même en voyageant à la vitesse de la lumière, tu ne pourrais jamais les atteindre. De la même manière, tu peux tracer un cône inversé, s'élargissant vers le passé. À l'intérieur de ce cône se trouvent tous les événements qui ont pu t'influencer, toutes les causes possibles de ce que tu vis en ce moment. À l'extérieur du cône se trouvent des événements qui, aussi importants soient-ils, ne peuvent avoir eu aucun effet sur toi. Ils sont causalement déconnectés de ton présent. Ces cônes de lumière découpent l'univers en régions distinctes, et la pente de leurs parois, l'angle de ces lignes diagonales, est déterminé par une seule chose, la vitesse de la lumière. Si la lumière était plus rapide, les cônes seraient plus larges, et chaque événement aurait une sphère d'influence plus grande. Si elle était plus lente, les cônes seraient plus étroits, et l'univers serait fragmenté en régions causalement isolées encore plus petites. Maintenant, réfléchis à ceci. Si différents univers du multivers ont différentes vitesses de lumière, ils ont également différentes structures causales. Les notions même de avant et après, de cause et effet, de possible et impossible, seraient différentes d'un univers à l'autre. Ce que nous considérons comme les lois fondamentales de la logique, le fait qu'une cause doit précéder son effet par exemple, ne serait qu'une propriété locale de notre univers particulier, dictée par notre vitesse de lumière particulière. Il existe même des théoriciens qui spéculent sur des univers où la vitesse de la lumière serait infinie. Dans de tels univers, tout serait instantanément connecté à tout. Il n'y aurait pas de séparation spatiale au sens où nous l'entendons. Chaque événement pourrait influencer immédiatement n'importe quel autre événement, peu importe la distance. La notion même de distance perdrait son sens. Le temps existerait peut-être encore, mais l'espace tel que nous le connaissons n'existerait pas. À l'opposé, on peut imaginer des univers où la vitesse de la lumière serait extrêmement faible, peut-être quelques mètres par seconde seulement. Dans ces univers, les effets relativistes que nous n'observons qu'à des vitesses extrêmes deviendraient perceptibles dans la vie quotidienne. Un simple pas en avant provoquerait une contraction de la longueur mesurable. Une course matinale entraînerait une dilatation du temps notable. Ces univers seraient étranges au-delà de notre imagination, mais ils seraient mathématiquement cohérents. Revenons maintenant à notre propre univers et examinons certaines observations expérimentales fascinantes qui suggèrent que la vitesse de la lumière pourrait ne pas être aussi constante que nous le pensons. En 1999, le physicien portugais João Magueijo et son collègue britannique Andy Albrecht ont proposé une théorie révolutionnaire. Selon eux, la vitesse de la lumière aurait été beaucoup plus élevée dans les premiers instants de l'univers, juste après le Big Bang, avant de diminuer progressivement jusqu'à sa valeur actuelle. Cette théorie, appelée VSL, pour Varying Speed of Light, ou vitesse de la lumière variable, offre une solution élégante à plusieurs problèmes de la cosmologie standard. L'un de ces problèmes est le problème de l'horizon.
Lorsque nous observons le rayonnement fossile, cette lueur résiduelle du Big Bang qui baigne tout l'univers, nous constatons qu'il est extraordinairement uniforme. Dans toutes les directions, sa température est pratiquement identique, à quelques 100 millièmes de degré près. Cette uniformité pose un problème majeur. Des régions de l'univers situées dans des directions opposées n'ont jamais eu le temps d'être en contact causal selon les théories standards. Elles sont trop éloignées l'une de l'autre pour que la lumière ait pu voyager de l'une à l'autre depuis le Big Bang. Alors comment peuvent-elles avoir exactement la même température ? La théorie de l'inflation cosmique, proposée par Alan Guth en 1980, résout ce problème en postulant une expansion extrêmement rapide de l'univers dans ses premiers instants. Mais la théorie VSL offre une alternative. Si la vitesse de la lumière était beaucoup plus élevée dans l'univers primordial, les différentes régions auraient eu le temps d'échanger de l'énergie et de s'équilibrer avant que la lumière ne ralentisse jusqu'à sa valeur actuelle. Cette idée reste controversée dans la communauté scientifique, mais elle a le mérite de nous rappeler que la constance de la vitesse de la lumière n'est pas nécessairement une vérité absolue. C'est une hypothèse que nous pouvons et devons tester. Et certaines observations récentes suggèrent que cette hypothèse pourrait être incorrecte, du moins dans certaines conditions extrêmes. En 2016, des chercheurs ont analysé des données provenant de quasars, ces noyaux galactiques extrêmement brillants alimentés par des trous noirs supermassifs. En étudiant le spectre de la lumière émise par ces quasars, il y a des milliards d'années, ils ont cherché des variations dans ce qu'on appelle la constante de structure fine, une quantité qui dépend directement de la vitesse de la lumière. Leurs résultats, encore débattus, suggèrent que cette constante pourrait avoir légèrement varié au cours de l'histoire cosmique. D'autres observations troublantes proviennent de l'étude des sursauts gamma, ces explosions cataclysmiques qui se produisent lorsque des étoiles massives s'effondrent ou lorsque des étoiles à neutrons entrent en collision. En 2009, le satellite Fermi a observé un sursaut gamma particulier, désigné GRB 090510, et a mesuré le temps d'arrivée de photons de différentes énergies. Si tous les photons voyagent exactement à la même vitesse, ils devraient arriver simultanément malgré un voyage de plusieurs milliards d'années-lumière. Et c'est essentiellement ce qui a été observé, confirmant que la vitesse de la lumière est constante à un niveau de précision extraordinaire, au moins jusqu'à la 17e décimale. Mais cette précision, aussi impressionnante soit-elle, ne nous dit rien sur ce qui se passe à des échelles encore plus petites, à des énergies encore plus élevées. À l'échelle de Planck, là où les fluctuations quantiques de l'espace-temps lui-même deviennent significatives, nos théories actuelles s'effondrent. Nous ne savons tout simplement pas ce qui se passe à cette échelle. Et c'est peut-être là, dans ce domaine inconnu, que les secrets des univers parallèles sont cachés. Certains modèles de gravité quantique, comme la gravité quantique à boucle développée par Carlo Rovelli et Lise Mollin, suggèrent que l'espace-temps lui-même est granulaire à l'échelle de Planck. Il ne serait pas continu et lisse, comme nous l'imaginons, mais constitué de minuscules unités discrètes, d'atomes d'espace en quelque sorte. Cette granularité aurait des conséquences mesurables, quoique extrêmement subtiles, sur la propagation de la lumière. Des photons de très haute énergie, dont la longueur d'onde est comparable à la taille de ces grains d'espace, pourraient se voyager légèrement plus lentement que des photons de basse énergie. C'est ce qu'on appelle la dispersion de Lorentz, et les physiciens la recherchent activement dans les observations de sursauts gamma et d'autres phénomènes cosmiques. Si cette dispersion était détectée, ce serait une révolution. Cela prouverait que l'espace-temps n'est pas fondamental, qu'il émerge de quelque chose de plus profond. Et cette structure sous-jacente pourrait être le lien entre notre univers et tous les autres. Mais la science n'a pas encore de réponse définitive à ces questions. Nous sommes à la frontière de la connaissance, là où les cartes s'arrêtent et où les théories deviennent spéculatives. Nous savons que la vitesse de la lumière joue un rôle central dans la structure de notre réalité. Nous savons qu'elle est liée aux propriétés du vide quantique. Nous savons qu'elle définit les limites de la causalité et de l'influence. Mais nous ne savons pas encore pourquoi elle a cette valeur précise, ni si cette valeur est vraiment constante, ni ce qui se passe là où nos équations cessent de fonctionner. Ce que nous savons, c'est que les réponses à ces questions pourraient transformer radicalement notre compréhension de l'existence. Si la vitesse de la lumière est une propriété émergente de notre univers particulier,
si elle peut varier d'un univers à l'autre, si elle est le reflet d'une structure plus profonde que nous commençons à peine à entrevoir, alors nous vivons dans un cosmos infiniment plus vaste et plus étrange que tout ce que nous avions imaginé. La lumière, cette chose si familière, si quotidienne, cette chose qui nous permet de voir le visage de ceux que nous aimons et la beauté des étoiles, n'est peut-être que la surface visible d'un mystère insondable. Et chaque fois que tu regardes un rayon de soleil traverser une fenêtre, tu observes peut-être, sans le savoir, la frontière entre ton univers et une infinité d'autres. Les questions demeurent ouvertes, les mystères persistent, et la nuit est encore longue. Il existe un endroit sur Terre où les physiciens tentent chaque jour de percer les secrets de la vitesse de la lumière. Cet endroit se trouve à la frontière entre la France et la Suisse, enfoui sous des champs paisibles et des villages pittoresques. Le grand collisionneur de Hadron, ou LHC, est un anneau souterrain de 27 km de circonférence, où des particules subatomiques sont accélérées jusqu'à des vitesses vertigineuses, frôlant la limite ultime imposée par l'univers. À l'intérieur de ce tunnel circulaire, des protons voyagent à 99,999997% de la vitesse de la lumière. Ils font le tour complet de l'anneau plus de 11 000 fois par seconde. À cette vitesse, les effets relativistes prédits par Einstein deviennent spectaculaires. La masse relativiste de chaque proton est multipliée par environ 7000 par rapport à sa masse au repos. Le temps à bord de ces particules, si l'on peut s'exprimer ainsi, s'écoule environ 7000 fois plus lentement que dans le laboratoire qui les entoure. Mais voici ce qui est fascinant. Malgré toute la puissance injectée dans ces protons, malgré l'énergie colossale dépensée pour les accélérer, ils n'atteignent jamais la vitesse de la lumière. Ils s'en approchent asymptotiquement, ajoutant décimale après décimale. Mais la barrière demeure infranchissable. C'est comme si l'univers lui-même résistait, comme si une force invisible repoussait toute tentative de franchir cette limite. Les ingénieurs du CERN ont calculé que pour accélérer un seul proton jusqu'à exactement la vitesse de la lumière, il faudrait une quantité d'énergie infinie. Pas simplement gigantesque, infinie. C'est mathématiquement impossible dans notre univers où les ressources sont finies. La barrière est absolue. Mais les physiciens ne se contentent pas d'accepter cette limite. Ils cherchent des failles, des exceptions, des phénomènes qui pourraient contourner cette restriction apparemment universelle. Et leurs recherches ont révélé des possibilités troublantes. L'une de ces possibilités concerne une catégorie hypothétique de particules appelées tachyons. Le terme vient du grec tachys, signifiant rapide. Les tachyons, s'ils existent, seraient des particules qui voyagent toujours plus vite que la lumière. Pas des particules ordinaires accélérées au-delà de c, ce qui est impossible, mais des particules qui naissent supraluminiques et ne peuvent jamais ralentir jusqu'à la vitesse de la lumière, ou en dessous. L'idée peut sembler absurde au premier abord. Si rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, comment des particules supraluminiques pourraient-elles exister ? Mais les mathématiques de la relativité restreinte ne disent pas exactement ce que nous croyons. Elles disent qu'aucune particule ordinaire ne peut être accélérée jusqu'à c ou au-delà. Elles ne disent rien sur des particules qui existeraient de l'autre côté de la barrière, dans un domaine où les règles seraient inversées. Pour un tachyon, la vitesse de la lumière serait une limite inférieure, pas supérieure. Plus un tachyon perdrait de l'énergie, plus il irait vite, jusqu'à une vitesse théoriquement infinie lorsque son énergie atteindrait zéro. Et pour ralentir un tachyon jusqu'à la vitesse de la lumière, il faudrait lui fournir une énergie infinie, exactement comme pour accélérer une particule ordinaire jusqu'à c. Les tachyons créeraient des paradoxes temporels fascinants. Parce qu'ils voyagent plus vite que la lumière, ils arriveraient à destination avant d'être partis, du point de vue de certains observateurs. Un message envoyé par tachyon pourrait théoriquement atteindre le passé. Ce serait une machine à remonter le temps naturel, intégrée dans le tissu même de la physique. Pendant des décennies, les physiciens ont cherché des preuves de l'existence des tachyons. Au CERN et dans d'autres laboratoires à travers le monde, des expériences ont été conçues pour détecter ces particules hypothétiques. Jusqu'à présent, aucune preuve convaincante n'a été trouvée. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence.
Les tachyons, s'ils existent, pourraient interagir si faiblement avec la matière ordinaire qu'ils seraient pratiquement indétectables avec nos technologies actuelles. Et voici le lien avec les univers parallèles. Certains théoriciens suggèrent que les tachyons ne voyagent pas simplement plus vite que la lumière dans notre espace-temps. Ils voyageraient à travers les dimensions supplémentaires prédites par la théorie des cordes, empruntant des raccourcis entre les différentes feuilles du multivers. Un tachyon émis dans notre univers pourrait réapparaître dans un univers parallèle, ou vice-versa. Ces particules seraient les messagers entre les mondes, les seuls objets capables de franchir les barrières que la vitesse de la lumière impose au reste de l'existence. Cette idée reste hautement spéculative, mais elle illustre un point important. La vitesse de la lumière n'est peut-être pas un mur solide et impénétrable. Elle pourrait être plus semblable à une membrane semi-perméable, bloquant certaines choses tout en laissant passer d'autres. Et ce qui se trouve de l'autre côté de cette membrane pourrait être infiniment plus vaste que ce que nous pouvons percevoir. Un autre phénomène qui semble défier la vitesse de la lumière est l'intrication quantique. Ce phénomène, qu'Einstein appelait avec mépris l'action fantôme à distance, a été vérifié expérimentalement des milliers de fois, depuis les années 1980. Lorsque deux particules sont intriquées, elles partagent un état quantique commun qui les relie indépendamment de la distance qui les sépare. Mesurer l'une affecte instantanément l'état de l'autre, que cet autre se trouve à 1 mètre ou à 1 milliard d'années-lumière. En 2017, des chercheurs chinois ont réalisé une expérience spectaculaire. Ils ont utilisé le satellite Micius pour créer des paires de photons intriqués et envoyer ces photons vers 2 stations terrestres séparées par 1200 km. Lorsqu'ils mesuraient l'un des photons, l'autre adoptait instantanément un état corrélé, défiant apparemment la limite de la vitesse de la lumière. Mais les physiciens s'empressent de préciser que l'intrication quantique ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière. La corrélation entre les particules est aléatoire. Tu ne peux pas contrôler quel résultat tu vas obtenir lorsque tu mesures ta particule, donc tu ne peux pas encoder de message dans ce résultat. L'autre particule saura ce que la tienne a fait, mais toi, tu ne pouvais pas choisir ce qu'elle allait faire. La vitesse de la lumière reste inviolée comme limite de transmission d'informations. Pourtant, quelque chose se passe bien instantanément entre ces particules séparées. Quelque chose que nous ne comprenons pas vraiment. Les interprétations varient. Pour certains physiciens, l'intrication prouve que notre conception de l'espace est fondamentalement incorrecte. Les particules intriquées ne sont pas vraiment séparées, même si elles semblent l'être dans notre espace tridimensionnel. Elles sont adjacentes dans un espace de dimension supérieure que nous ne pouvons percevoir directement. Cette idée a des implications profondes pour la question des univers parallèles. Si l'intrication quantique relie des particules à travers des dimensions cachées, ces mêmes dimensions pourraient relier notre univers à d'autres univers. L'intrication ne serait qu'un aperçu, une fenêtre entrouverte sur une réalité beaucoup plus vaste où les séparations que nous tenons pour acquises n'existent pas vraiment. Des expériences récentes ont même suggéré que l'intrication pourrait être liée à la structure de l'espace-temps lui-même. En 2013, les physiciens Juan Maldacena et Leonard Susskind ont proposé une conjecture audacieuse, parfois appelée ER égale EPR. Selon cette idée, chaque paire de particules intriquées serait connectée par un minuscule trou de verre, un tunnel à travers l'espace-temps. L'intrication quantique et les trous de verre ne seraient en fait pas 2 phénomènes distincts, mais 2 manifestations du même phénomène fondamental. Si cette conjecture est correcte, alors l'espace-temps serait tissé d'innombrables trous de verre microscopiques, reliant des points apparemment distants. La réalité serait un réseau complexe de connexions invisibles, et la séparation spatiale ne serait qu'une illusion émergente. La vitesse de la lumière limiterait les voyages à travers l'espace normal, mais pas nécessairement à travers ces raccourcis quantiques. Parlons maintenant des trous de verre à plus grande échelle, ces structures hypothétiques qui pourraient permettre des voyages interstellaires ou même interunivers. Le concept remonte à 1935, lorsqu'Einstein et son collaborateur Nathan Rosen ont découvert une solution mathématique aux équations de la relativité générale, décrivant un pont entre 2 régions éloignées
de l'espace-temps. Ce pont, initialement appelé pont d'Einstein-Rosen, est devenu célèbre sous le nom de trou de verre, un terme popularisé plus tard par le physicien John Wheeler. Un trou de verre classique ressemblerait à deux entonnoirs reliés par un tube. Chaque entonnoir serait situé dans une région différente de l'espace ou même dans un univers différent. En entrant par un entonnoir, un voyageur pourrait ressortir par l'autre instantanément ou presque, contournant ainsi la limite de la vitesse de la lumière pour le trajet dans l'espace normal. Le problème, c'est que les trous de verre d'Einstein-Rosen sont extrêmement instables. Dès qu'un objet tente de les traverser, il s'effondre. Pour maintenir un trou de verre ouvert et traversable, il faudrait de la matière exotique possédant une énergie négative. Cette matière exotique repousserait gravitationnellement plutôt que d'attirer, contrebalançant la tendance naturelle du trou de verre à s'effondrer sur lui-même. La matière à énergie négative existe-t-elle ? Les fluctuations quantiques du vide peuvent créer temporairement des régions d'énergie négative, comme le montre l'effet Casimir. Mais maintenir ces régions stables à l'échelle macroscopique semble extrêmement difficile, peut-être impossible. Les lois de la physique quantique imposent des contraintes sévères sur la quantité d'énergie négative qui peut exister et sur la durée pendant laquelle elle peut persister. Cependant, certains théoriciens n'ont pas abandonné l'espoir. En 1988, Kip Thorne et ses étudiants ont montré que des trous de verre traversables étaient au moins mathématiquement possibles, même si leur construction pratique dépassait de loin nos capacités technologiques actuelles. Ces travaux ont inspiré des décennies de recherches sur les propriétés des trous de verre et leurs applications potentielles. Plus récemment, des physiciens ont proposé que les trous de verre pourraient exister naturellement à l'échelle quantique, reliant non pas des régions distantes de notre univers, mais notre univers à d'autres univers du multivers. Ces micro-trous de verre seraient bien trop petits pour qu'un être humain ou même un atome les traverse, mais ils pourraient en permettre des échanges d'énergie ou d'informations entre les univers. Ils seraient là, les pores dans la membrane qui séparent les réalités, des fuites minuscules mais significatives dans le mur de la vitesse de la lumière. Cette idée nous amène naturellement vers les phénomènes les plus violents et les plus énergétiques de l'univers. Car c'est dans ces conditions extrêmes que la barrière de la vitesse de la lumière pourrait être le plus fragilisée. Considère un trou noir. Cette singularité dans l'espace-temps, où la matière est comprimée jusqu'à une densité infinie, déforme l'espace et le temps de manière si drastique que la notion même de vitesse de la lumière devient complexe à définir. À l'horizon des événements, la surface invisible qui entoure le trou noir, la vitesse de fuite atteint exactement la vitesse de la lumière. C'est pourquoi rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper d'un trou noir une fois cette frontière franchie. Mais que se passe-t-il à l'intérieur du trou noir, au-delà de l'horizon des événements ? Les équations de la relativité générale prédisent alors quelque chose d'extraordinaire. À l'intérieur du trou noir, l'espace et le temps échangent leur rôle. La direction vers la singularité centrale, qui était une direction dans l'espace, devient une direction dans le temps. Avancer vers la singularité n'est plus un choix. C'est aussi inévitable que le passage du temps lui-même. Cette inversion des rôles de l'espace et du temps a des implications vertigineuses. À l'intérieur d'un trou noir, la vitesse de la lumière n'est plus une limite sur le mouvement dans l'espace. Elle devient une limite sur le mouvement dans le temps. Et certains physiciens spéculent que cette région intérieure pourrait être connectée à d'autres univers, d'autres réalités où les règles sont radicalement différentes. L'hypothèse du fécond universel, proposée par le physicien Lee Smolin, suggère que chaque trou noir donne naissance à un nouvel univers de l'autre côté. La singularité ne serait pas une fin, mais un début. Un Big Bang en miniature, créant un espace-temps séparé avec ses propres lois physiques, légèrement mutées par rapport à celles de l'univers parent. Selon cette théorie, l'univers serait un écosystème reproducteur, donnant naissance à des univers enfants par l'intermédiaire de trous noirs. Si Smolin a raison, alors chaque trou noir dans notre univers, et il y en a des milliards rien que dans notre galaxie, serait une porte vers un univers parallèle. Non pas une porte que nous pourrions franchir et revenir, mais une porte à sens unique, un passage vers une réalité que nous ne pourrons jamais observer ni visiter. Et les trous noirs ne sont pas les seuls candidats pour de tels passages.
D'autres phénomènes extrêmes pourraient également créer des connexions entre les univers. Les cordes cosmiques, par exemple, sont des défauts topologiques hypothétiques qui auraient pu se former dans l'univers primordial. Imagine une fissure dans l'espace-temps, un filament infiniment mince mais extraordinairement massif s'étendant sur des distances cosmologiques. Une corde cosmique typique aurait une épaisseur inférieure à celle d'un proton, mais une masse de plusieurs millions de milliards de tonnes par mètre de longueur. Ces cordes, si elles existent, auraient des effets gravitationnels spectaculaires. L'espace-temps autour d'une corde serait défectueux, manquant un petit coin angulaire. Un voyageur faisant le tour d'une corde cosmique ne reviendrait pas exactement à son point de départ. Il y aurait un décalage, une discontinuité dans l'espace. Certains modèles théoriques suggèrent que les cordes cosmiques pourraient relier notre univers à d'autres univers, ou même être les cicatrices laissées par des collisions entre univers dans le passé lointain. Si deux univers Bran se touchaient dans les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes, l'énergie libérée au point de contact pourrait créer une corde cosmique dans chacun des deux univers, marquant à jamais le lieu de la collision. Des astronomes recherchent activement des preuves de l'existence de cordes cosmiques. Ils examinent les motifs de lentilles gravitationnelles, les distorsions de la lumière causées par la masse des cordes. Ils analysent le rayonnement fossile à la recherche de signatures caractéristiques. Jusqu'à présent, aucune corde cosmique n'a été détectée avec certitude, mais les contraintes observationnelles laissent de la place pour leur existence. Un autre phénomène encore plus violent mérite notre attention. Les collisions entre Bran. Dans certaines versions de la théorie des cordes, notre univers n'est pas tout ce qui existe, mais seulement une membrane tridimensionnelle flottant dans un espace de dimension supérieure appelé le bulk. D'autres Bran, d'autres univers, flotteraient également dans ce bulk, séparés de nous par une distance infinitésimale dans une direction que nous ne pouvons percevoir. Occasionnellement, ces Bran pourraient entrer en collision. L'énergie libérée lors d'une telle collision serait inconcevable. Elle pourrait déclencher un Big Bang, créer des particules et des forces nouvelles, reconfigurer les lois de la physique. Certains cosmologistes proposent même que notre propre Big Bang pourrait avoir été causé par une collision entre Bran, plutôt que par une singularité initiale. Ces collisions seraient les événements les plus violents imaginables, dépassant de loin les explosions de supernovas ou les fusions de trous noirs. Et pourtant, elles se produiraient peut-être constamment quelque part dans l'immensité du multivers, créant et détruisant des univers entiers dans un cycle éternel de création et de destruction. La violence de ces processus nous rappelle que le cosmos n'est pas un endroit paisible. Derrière la beauté sereine des étoiles que nous contemplons la nuit se cache une réalité de force titanesque et de cataclysmes inimaginables. Et la vitesse de la lumière, cette limite que nous avons explorée tout au long de cette nuit, joue un rôle central dans tous ces phénomènes. Elle détermine l'énergie des particules dans les accélérateurs et les cœurs des étoiles. Elle fixe la taille des horizons des événements autour des trous noirs. Elle contrôle la vitesse à laquelle les ondes gravitationnelles se propagent après les collisions cosmiques. Elle est le métronome invisible qui rythme tous les processus de l'univers, des plus paisibles aux plus cataclysmiques. Et si cette vitesse est différente dans d'autres univers, comme les théories du multivers le suggèrent, alors ces univers connaissent des violences et des créations que nous ne pouvons même pas concevoir. Des explosions plus puissantes ou plus faibles, des effondrements gravitationnels plus rapides ou plus lents, des chimies et des biologies fondées sur des réactions à des échelles de temps complètement différentes. La vitesse de la lumière n'est pas seulement une constante, elle est le chef d'orchestre silencieux de toute l'existence. Et chaque univers pourrait avoir son propre chef, jouant sa propre symphonie cosmique. Nous ne sommes qu'au début de notre compréhension de ces phénomènes. Chaque expérience, chaque observation, chaque théorie nous rapproche un peu plus de la vérité. Mais la vérité elle-même recule sans cesse, révélant des horizons toujours plus vastes, des mystères toujours plus profonds. Et dans cette quête sans fin, la vitesse de la lumière reste notre guide et notre limite, nous montrant à la fois tout ce que nous pouvons atteindre et tout ce qui demeure à jamais hors de portée. Le 23 février 1987, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans les profondeurs de la Terre.
Dans une mine de zinc abandonnée au Japon, convertie en observatoire souterrain, des détecteurs conçus pour traquer des particules fantomatiques ont soudainement enregistré un signal. 11 neutrinos, ces particules presque sans masse qui traversent la matière sans effort, ont frappé les capteurs du détecteur Kamiokande 2 en l'espace de 13 secondes. Quelques heures plus tard, un astronome au Chili, Oscar Duhalde, remarquait une nouvelle étoile brillante dans le grand nuage de Magellan, une galaxie satellite de la nôtre située à 168 000 années-lumière. Cette étoile n'était pas vraiment nouvelle. Elle mourait, la supernova 1987A, comme on l'appellerait désormais, était l'explosion stellaire la plus proche observée depuis l'invention du télescope. Et elle allait révéler des secrets terrifiants sur la violence de l'univers et sur les limites que la vitesse de la lumière impose à notre connaissance. L'étoile qui venait d'exploser s'appelait Sandulik 69202. C'était une supergéante bleue d'environ 20 masses solaires. Pendant des millions d'années, elle avait brûlé paisiblement son combustible nucléaire, fusionnant l'hydrogène en hélium, puis l'hélium en carbone, puis le carbone en élément plus lourd encore. Couche après couche, son cœur s'était enrichi en fer, l'élément ultime de la fusion stellaire, celui au-delà duquel les réactions ne produisent plus d'énergie, mais en consomment. Lorsque le cœur de fer a atteint une masse critique d'environ 1,4 masses solaires, l'équilibre fragile qui soutenait l'étoile s'est rompu en un instant. La pression de radiation qui contrebalançait la gravité a soudainement disparu. Le cœur s'est effondré sur lui-même à une vitesse vertigineuse, atteignant un quart de la vitesse de la lumière en quelques millisecondes. En moins d'une seconde, un objet de la taille de la Terre s'est comprimé jusqu'à former une sphère de 20 km de diamètre seulement. Une étoile à neutrons venait de naître. L'énergie libérée par cet effondrement défie l'imagination humaine. En quelques secondes, la supernova 1987A a rayonné plus d'énergie que le Soleil n'en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Plus de 99% de cette énergie a été emportée non pas par la lumière visible, mais par les neutrinos, ces particules que les détecteurs japonais et américains ont captées. La lumière que nous avons vue, aussi brillante soit-elle, n'était qu'une fraction infime de la puissance réelle de l'explosion. Mais voici ce qui est crucial pour notre exploration. Les neutrinos sont arrivés sur Terre environ 3 heures avant les premiers photons visibles de la supernova. Non pas parce qu'ils voyageaient plus vite que la lumière, ce qui aurait violé les lois de la physique, mais parce qu'ils ont pu s'échapper du cœur de l'étoile mourante avant que l'onde de choc ne perce les couches externes. Les photons, eux, ont dû attendre que la matière stellaire devienne transparente, retardée par d'innombrables interactions avec les particules sur leur chemin. Cette différence de temps d'arrivée a permis aux physiciens de mesurer la vitesse des neutrinos avec une précision extraordinaire. Et leurs mesures ont confirmé que les neutrinos, comme les photons, voyagent très proche de la vitesse de la lumière, peut-être exactement à cette vitesse si leur masse est suffisamment faible. La barrière cosmique tient bon, même pour ces particules les plus élusives. Pourtant, l'histoire de la supernova 1987 contient un mystère non résolu qui pourrait avoir des implications pour notre compréhension du multivers. Lors de l'effondrement du cœur stellaire, une quantité colossale d'énergie gravitationnelle a été libérée. Selon les modèles standards, cette énergie aurait dû produire un certain nombre de neutrinos avec une certaine distribution d'énergie. Mais les observations ne correspondent pas parfaitement aux prédictions. Il y a un déficit, une partie de l'énergie qui semble avoir disparu sans laisser de traces. Où est passée cette énergie manquante ? Certains théoriciens proposent une explication troublante. L'énergie aurait pu s'échapper dans des dimensions supplémentaires, fuir vers d'autres univers connectés aux nôtres par des mécanismes que nous ne comprenons pas encore. La supernova 1987 serait alors non seulement une explosion dans notre univers, mais aussi un événement transmis à travers le multivers, affectant des réalités que nous ne percevrons jamais. Cette hypothèse reste spéculative, bien sûr. D'autres explications sont possibles pour l'énergie manquante, impliquant des particules exotiques ou des processus nucléaires mal compris. Mais l'idée que les événements les plus violents de notre univers puissent avoir des répercussions au-delà de notre réalité est fascinante et terrifiante à la fois.
est la supernova 1987. À n'était qu'une explosion modeste comparée aux cataclysmes les plus extrêmes que l'univers peut produire. Les sursauts gamma, ou gamma ray burst en anglais, sont les explosions les plus puissantes connues dans l'univers depuis le Big Bang lui-même. Pendant quelques secondes ou quelques minutes, un seul sursaut gamma peut libérer plus d'énergie que des milliards de galaxies réunies. Si un tel événement se produisait dans notre voisinage galactique, les conséquences seraient apocalyptiques. Le 19 mars 2008, un sursaut gamma désigné GRB 080319b a été détecté par le satellite Swift. Pendant environ 50 secondes, cet événement a été si brillant qu'il aurait été visible à l'œil nu malgré une distance de 7,5 milliards d'années-lumière. À cette distance, la lumière que nous avons captée avait voyagé pendant plus de la moitié de l'âge de l'univers avant d'atteindre nos télescopes. L'énergie totale libérée par GRB 080319b est presque impossible à concevoir. En quelques dizaines de secondes, cet événement a produit l'équivalent de ce que le Soleil produira pendant toute son existence, multiplié par des millions de milliards. Le jet de rayons gamma émis était si intense que si un tel sursaut se produisait à quelques milliers d'années-lumière de la Terre, il stériliserait complètement notre planète. Les sursauts de gamma se produisent lorsque des étoiles massives s'effondrent pour former des trous noirs, ou lorsque deux étoiles à neutrons entrent en collision. Dans les deux cas, des quantités phénoménales de matière sont accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière, formant des jets colossaux qui percent à travers l'espace. Et c'est ici que la vitesse de la lumière joue un rôle crucial. Les jets des sursauts, gamma voyagent si vite, atteignant parfois 99,99% de la vitesse de la lumière, que les effets relativistes deviennent dominants. La lumière émise par ces jets est comprimée et amplifiée par l'effet Doppler relativiste, concentrant l'énergie dans un faisceau étroit extraordinairement intense. Si la vitesse de la lumière était différente, ces jets se comporteraient différemment. Dans un univers où C serait plus élevé, les jets pourraient atteindre des vitesses encore plus grandes, ou peut-être seraient-elles impossibles à former. Dans un univers où C serait plus faible, les effets relativistes seraient plus prononcés à des vitesses plus basses, modifiant radicalement l'apparence et la dangerosité de ces événements. Le 27 avril 2013, un autre sursaut gamma exceptionnel a été détecté, GRB 130427A. Situé à seulement 3,6 milliards d'années-lumière, c'est l'un des sursauts gamma les plus proches et les plus énergétiques jamais observés. Les photons les plus énergétiques émis par cet événement avaient une énergie de 94 milliards d'électronvolts, les rayons gamma les plus énergétiques jamais détectés provenant d'un tel phénomène. Ces photons ultra-énergétiques sont particulièrement intéressants pour tester les théories de gravité quantique. Certains modèles prédisent que les photons de très haute énergie devraient voyager légèrement plus lentement que les photons de basse énergie, une conséquence de la structure granulaire de l'espace-temps à l'échelle de Planck. En comparant les temps d'arrivée des photons de différentes énergies provenant de GRB 130427A, les physiciens ont pu contraindre sévèrement ces modèles. Jusqu'à présent, aucune déviation significative de la vitesse de la lumière n'a été détectée, même à ces énergies extrêmes. Mais l'absence de détection ne signifie pas que l'effet n'existe pas. Il pourrait simplement être plus subtil que nos instruments actuels ne peuvent mesurer. Et si cet effet existe, il pourrait être la signature de connexion entre notre univers et d'autres, des fuites d'informations à travers la barrière de la vitesse de la lumière. Un autre type d'événement cataclysmique mérite notre attention. Les magnétars, ces étoiles à neutrons dotées des champs magnétiques les plus puissants de l'univers, sont capables de produire des explosions d'une violence inouïe. Le champ magnétique d'un magnétar typique est environ 1 million de milliards de fois plus intense que celui de la Terre. À une telle intensité, le champ magnétique déforme les atomes, étire les électrons en forme allongée et peut même affecter le vide quantique lui-même. Dans ces conditions extrêmes, la physique que nous connaissons atteint ses limites. Le 27 décembre 2004, le magnétar SGR 1806-20, situé à environ 50 000 années-lumière de la Terre dans notre propre galaxie, a produit une éruption géante,
en un dixième de seconde, ce magnétar a libéré plus d'énergie que le Soleil n'en produit en 150 000 ans. L'explosion était si intense qu'elle a ionisé la haute atmosphère terrestre et perturbé les communications radio sur notre planète, malgré la distance colossale. Si SGR 1806-20 avait été situé à seulement 10 années-lumière de la Terre, l'éruption aurait causé une extinction de masse. La couche d'ozone aurait été détruite, exposant toute la surface terrestre à une dose létale de rayonnement ultraviolet solaire pendant des années. Les écosystèmes marins et terrestres auraient été décimés. La civilisation humaine, si elle avait existé à ce moment, aurait probablement pris fin. Et ces magnétars sont liés à notre sujet d'une manière inattendue. Les champs magnétiques extrêmes qu'ils génèrent affectent la propagation de la lumière. Dans ces conditions, le vide lui-même devient biréfringent, ce qui signifie que des photons polarisés différemment voyagent à des vitesses légèrement différentes. La vitesse de la lumière, cette constante apparemment immuable, dépend dans ces environnements extrêmes de la polarisation et de la direction de propagation. Cette biréfringence du vide, prédite théoriquement depuis des décennies, a été observée pour la première fois en 2016 par le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral, en étudiant la lumière provenant d'une étoile à neutrons isolée. Cette découverte confirme que la vitesse de la lumière n'est pas aussi absolue que nous le pensions. Dans des conditions suffisamment extrêmes, elle peut varier. Si la vitesse de la lumière peut varier dans les environnements extrêmes de notre univers, qu'en est-il dans d'autres univers où les conditions normales pourraient correspondre à ce que nous considérons comme extrême ici? Des univers où les champs magnétiques cosmiques seraient naturellement aussi intenses que ceux des magnétars pourraient avoir des lois optiques radicalement différentes. La lumière elle-même pourrait s'y comporter de manière incompréhensible pour nous. Parlons maintenant des collisions entre objets compacts, ces événements qui marquent définitivement l'espace-temps lui-même. Le 17 août 2017, les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO aux États-Unis et Virgo en Italie ont capté un signal extraordinaire. Désigné GW170-817, ce signal provenait de la collision de deux étoiles à neutrons situées à environ 130 millions d'années-lumière, dans la galaxie NGC 4993. Pour la première fois dans l'histoire, un événement cosmique était observé à la fois par ses ondes gravitationnelles et par sa lumière. Les deux étoiles à neutrons, chacune d'environ une virgule, 4 masses solaires, mais comprimées dans une sphère de seulement une dizaine de kilomètres de diamètre, ont spiralé l'une vers l'autre pendant des millions d'années. Dans les dernières minutes avant la collision, elles tournaient l'une autour de l'autre des centaines de fois par seconde, émettant des ondes gravitationnelles de plus en plus intenses. Puis, en une fraction de seconde, elles ont fusionné. L'énergie libérée lors de cette fusion était équivalente à plusieurs pourcents de la masse totale des deux étoiles, convertie directement en ondes gravitationnelles selon la célèbre équation d'Einstein. En quelques secondes, cet événement a émis plus d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles que toutes les étoiles de l'univers observable n'en émettent sous forme de lumière. Les ondes gravitationnelles sont arrivées sur Terre environ 1,7 secondes avant le sursaut gamma associé. Cette différence minuscule sur un voyage de 130 millions d'années a permis aux physiciens de mesurer la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles avec une précision extraordinaire. Leur conclusion: les ondes gravitationnelles voyagent exactement à la vitesse de la lumière, à moins d'une partie sur 10 puissance 15 près. Cette mesure est cruciale pour notre compréhension du multivers. De nombreuses théories alternatives de la gravité, qui pourraient ouvrir des portes vers d'autres univers, prédisent que les ondes gravitationnelles devraient voyager à une vitesse légèrement différente de celle de la lumière. L'observation de GW 170-817 a éliminé d'un seul coup la plupart de ces théories. La barrière de la vitesse de la lumière semble s'appliquer non seulement à la matière et au rayonnement électromagnétique, mais aussi à la gravité elle-même. Pourtant, cette observation laisse ouverte une possibilité fascinante. Si les ondes gravitationnelles voyagent exactement à la vitesse de la lumière, c'est peut-être parce que les deux phénomènes partagent une origine commune, un substrat plus profond de la réalité. Certains théoriciens proposent que la lumière et la gravité
sont toutes deux des manifestations de la géométrie de l'espace-temps. Deux façons dont l'information se propage à travers le tissu cosmique. Et cette géométrie pourrait être différente dans d'autres univers, donnant lieu à des relations différentes entre lumière et gravité. Les collisions d'étoiles à neutrons ont également révélé un autre secret. Elles sont les forges où se créent les éléments les plus lourds de l'univers. L'or, le platine, l'uranium, tous ces éléments sont fabriqués lors de ces événements cataclysmiques, projetés dans l'espace pour éventuellement former de nouvelles planètes et, peut-être, orner les doigts de créatures intelligentes des milliards d'années plus tard. L'observation de JW 1708, un 7 a confirmé cette théorie de manière spectaculaire. Dans les jours suivant la collision, les astronomes ont observé une kilonova, une lueur produite par la désintégration radioactive de masses gigantesques d'éléments lourds fraîchement synthétisés. La quantité d'or produite lors de cet événement unique était estimée à environ 10 masses terrestres, 10 fois la masse de notre planète entière, en or pur, créé en quelques secondes et dispersé dans l'espace. Mais revenons au trou noir, ces gouffres dans l'espace-temps qui défient notre compréhension. Le 14 septembre 2015, LIGO a détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles provenant de la fusion de deux trous noirs. Cet événement, désigné GW150914, impliquait deux trous noirs de 29 et 36 masses solaires respectivement, qui ont fusionné pour former un trou noir unique de 62 masses solaires. Les 3 masses solaires manquantes avaient été converties en énergie pure, rayonnée sous forme d'ondes gravitationnelles. Depuis cette première détection, des dizaines de fusions de trous noirs ont été observées. Certaines impliquent des trous noirs dont la masse dépasse 100 masses solaires, défiant les modèles théoriques sur la formation des trous noirs stellaires. D'où viennent ces trous noirs géants? Sont-ils le produit de fusions successives? Ont-ils une origine primordiale, formée dans l'univers primordial avant même la naissance des premières étoiles? Une hypothèse intrigante suggère que certains de ces trous noirs massifs pourraient être des reliques d'autres univers. Des objets qui auraient traversé les frontières du multivers lors de collisions cosmiques ou à travers des trous de verre. Si des trous noirs peuvent relier différents univers, comme certaines théories le suggèrent, alors peut-être que certains des trous noirs que nous observons dans notre univers sont en réalité des visiteurs d'ailleurs. Cette idée pourrait expliquer certaines anomalies observationnelles. Les trous noirs primordiaux, par exemple, ceux qui se seraient formés dans l'univers primordial plutôt que par l'effondrement d'étoiles, n'ont jamais été détectés directement. Mais leurs effets gravitationnels pourraient être présents, affectant la matière noire, influençant la formation des galaxies et peut-être même traversant les frontières entre les univers. Un événement particulièrement mystérieux a été détecté le 21 mai 2019, désigné GW190521. Il impliquait la fusion de deux trous noirs de 85 et 66 masses solaires. Le problème, c'est que selon les modèles d'évolution stellaire, des trous noirs de cette masse ne devraient pas exister. Les étoiles suffisamment massives pour produire de tels trous noirs devraient s'auto-détruire complètement dans des supernovas par instabilité de pair, ne laissant aucun résidu. L'existence de ces trous noirs impossibles reste une énigme. Des explications diverses ont été proposées. Fusion de trous noirs plus petits dans des environnements stellaires denses, effondrement direct d'étoiles dans des conditions particulières, ou peut-être quelque chose de plus exotique. Certains théoriciens n'hésitent pas à suggérer une origine extra-universelle, des trous noirs qui auraient traversé les limites de notre réalité depuis un cosmos voisin. La violence de ces événements nous rappelle constamment que l'univers est un endroit dangereux, soumis à des forces que nous peinons à concevoir. Et pourtant, cette violence même pourrait être la clé pour comprendre les connexions entre les différents niveaux de réalité. Car dans les conditions extrêmes créées par ces cataclysmes, les barrières pourraient devenir poreuses. L'énergie concentrée dans l'espace-temps déformé autour de trous noirs en fusion, dans les jets des sursauts gamma, dans les champs magnétiques des magnétars. Cette énergie pourrait être suffisante pour ouvrir momentanément des passages vers d'autres univers. Nous ne savons pas encore comment détecter ces passages, ni même s'ils existent vraiment.
Mais les observations nous montrent que l'univers est capable de violences qui dépassent de loin ce que nous avions imaginé. Et dans cette violence cosmique, les limites que nous croyons absolues, y compris la barrière de la vitesse de la lumière, pourraient être mises à l'épreuve d'une manière que nous commençons à peine à concevoir. Les cataclysmes continuent de se produire à chaque instant quelque part dans l'immensité du cosmos. Des étoiles explosent, des trous noirs fusionnent, des magnétars libèrent leur fureur magnétique. Et chacun de ces événements pourrait être une fenêtre, un instant fugace où les frontières entre les univers s'amenuisent, où l'énergie fuit vers des réalités que nous ne percevrons jamais. La vitesse de la lumière reste le gardien silencieux de ces frontières, mais même les gardiens les plus vigilants ont leurs moments de faiblesse. Et dans ces moments de faiblesse cosmique, les secrets les plus profonds de l'existence pourraient brièvement se révéler à ceux qui savent tout regarder. Le mystère demeure ouvert, aussi vaste que l'univers lui-même, aussi profond que les abysses entre les réalités. Quelque part dans l'immensité du cosmos, à cet instant précis où tu écoutes ces mots, une version de toi-même est peut-être en train de prendre une décision radicalement différente. Peut-être ferme-t-elle cette vidéo. Peut-être n'a-t-elle jamais découvert cette chaîne. Peut-être vit-elle dans un monde où l'humanité n'a jamais inventé Internet, ou l'électricité, ou même la roue. Si les théories du multivers sont correctes, toutes ces versions existent simultanément, séparées de toi par la barrière invisible de la vitesse de la lumière, aussi réelle que toi, mais absolument inaccessible. Cette idée soulève des questions qui vont bien au-delà de la physique, des questions qui touchent à l'essence même de ce que signifie être humain, de ce que signifie exister, de ce que signifie avoir un destin. Commençons par la question la plus fondamentale. Si une infinité de versions de toi existent dans une infinité d'univers parallèles, qu'est-ce qui fait de toi, toi? Qu'est-ce qui te rend unique? La réponse traditionnelle à cette question est que tu es unique parce que tu es le seul être qui occupe ta position particulière dans l'espace et le temps. Tu es le résultat d'une histoire spécifique, d'une chaîne causale ininterrompue remontant jusqu'au Big Bang. Chaque décision que tu as prise, chaque expérience que tu as vécue, t'a façonné pour devenir exactement qui tu es en ce moment. Et personne d'autre dans l'univers ne partage cette histoire exacte. Mais si le multivers existe, cette réponse s'effondre. Car dans d'autres univers, d'autres versions de toi ont vécu des histoires presque identiques. Certaines de ces versions sont si similaires à toi qu'elles ont les mêmes souvenirs, les mêmes pensées, les mêmes émotions. Elles se considèrent elles-mêmes comme l'original, comme le vrai toi, tout comme tu te considères toi-même. Alors qui a raison ? Peut-être que la notion même d'identité personnelle unique est une illusion, un artefact de notre incapacité à percevoir les autres branches de la réalité. Tu n'es pas un individu isolé, naviguant à travers un univers unique. Tu es une structure étendue à travers le multivers. Une forme qui se répète avec des variations infinies, comme un motif fractal qui se déploie à travers toutes les réalités possibles. Cette perspective peut sembler déstabilisante, mais elle peut aussi être libératrice. Car si toutes les versions possibles de toi existent quelque part, alors en un sens, tu ne peux jamais vraiment échouer. Chaque échec dans cet univers est un succès dans un autre. Chaque chemin non pris est pris ailleurs. Tu es simultanément la meilleure et la pire version de toi-même, le héros et le vilain, le sage et le fou. Mais cette libération apparente cache un prix terrible. Car si toutes les possibilités se réalisent quelque part, alors tes choix n'ont plus d'importance. Quoi que tu décides, les alternatives existent de toute façon. La responsabilité morale, cette notion que tu es l'auteur de tes actions et que tu dois en assumer les conséquences, devient difficile à maintenir dans un multivers où toutes les actions sont effectuées par une version ou une autre de toi. Les philosophes ont un nom pour ce problème. Ils l'appellent le paradoxe de la responsabilité dans le multivers. Et personne n'a encore trouvé de solution satisfaisante. Considère un dilemme moral classique. Tu es face à un choix difficile, une décision qui affectera profondément la vie d'autres personnes. Tu pèses le pour et le contre, tu réfléchis aux conséquences, tu essaies de faire le bon choix. Finalement, tu choisis une option, mais dans le multivers, au moment où tu fais ce choix,
L'univers se divise. Dans une branche, tu as choisi A. Dans l'autre, tu as choisi B. Les deux choix sont faits. Les deux conséquences se produisent. Quelle est ta responsabilité morale dans cette situation ? Certains philosophes proposent que ta responsabilité se limite à la branche dans laquelle tu te trouves. Ton autre toi, celui qui a fait le choix opposé, porte sa propre responsabilité dans sa propre branche. Vous êtes désormais des personnes différentes, même si vous partagez un passé commun. Mais cette réponse semble insatisfaisante. Car au moment du choix, avant la division, tu ne savais pas dans quelle branche tu allais te retrouver. En un sens, tu as fait les deux choix simultanément. D'autres philosophes suggèrent que la notion de responsabilité morale n'a tout simplement pas de sens dans un multiverse. Nous devrions abandonner ces concepts archaïques et développer une nouvelle éthique adaptée à la réalité du multivers. Mais personne n'a encore proposé de système éthique cohérent qui prenne en compte l'existence d'univers parallèles. Cette situation nous rappelle que les découvertes scientifiques peuvent avoir des implications profondes bien au-delà de la physique. Si nous prouvons un jour l'existence du multivers, nous devrons repenser non seulement notre cosmologie, mais aussi notre philosophie, notre éthique, peut-être même notre psychologie. Les fondements mêmes de notre compréhension de nous-mêmes pourraient être ébranlés. Passons maintenant à une autre question existentielle majeure. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Et comment la réponse change-t-elle si le multivers existe ? Depuis des décennies, les scientifiques cherchent des signes de vie extraterrestres. Ils écoutent les signaux radio des étoiles lointaines, analysent les atmosphères des exoplanètes, cherchent des biosignatures dans les spectres lumineux. Jusqu'à présent, le silence est assourdissant. Nous n'avons trouvé aucune preuve de vie intelligente au-delà de la Terre. Ce silence est troublant. Notre galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles, dont beaucoup sont entourées de planètes. L'univers observable contient des centaines de milliards de galaxies. Avec tant d'opportunités pour que la vie apparaisse, pourquoi ne voyons-nous personne ? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, du nom du physicien Enrico Fermi qui l'a formulé en 1950. Où sont-ils ? Demanda-t-il lors d'un déjeuner avec des collègues. Si la vie intelligente est commune dans l'univers, nous devrions voir des signes de son existence. Des signaux radio, des mégastructures artificielles, des vaisseaux spatiaux, quelque chose, mais nous ne voyons rien. De nombreuses solutions ont été proposées au paradoxe de Fermi. Peut-être la vie intelligente est-elle extrêmement rare. Peut-être les civilisations s'autodétruisent-elles avant de pouvoir coloniser la galaxie. Peut-être sont-elles là, mais nous ne savons pas les reconnaître. Peut-être nous observent-elles sans intervenir, comme des anthropologues étudiant une tribu isolée. Mais le multivers offre une perspective différente sur ce paradoxe. Car dans un multivers infini, la vie existe avec certitude quelque part. En fait, elle existe partout, dans une infinité d'univers et sous une infinité de formes. L'univers dans lequel nous vivons n'est peut-être pas représentatif. Nous pourrions nous trouver dans une branche particulièrement stérile du multivers, une réalité où les conditions ont conspiré pour rendre la vie rare malgré l'abondance de planètes. Alternativement, la vitesse de la lumière elle-même pourrait être responsable de notre isolement. Même si la vie intelligente est commune dans notre galaxie, les distances sont si grandes que la communication prend des milliers d'années. Aucune civilisation ne peut maintenir un dialogue cohérent sur de telles échelles de temps. Les empires galactiques de la science-fiction sont impossibles, non pas à cause de limitations technologiques, mais à cause de la structure fondamentale de l'espace-temps imposée par la vitesse de la lumière. Dans ce cas, la barrière de la vitesse de la lumière ne nous isolerait pas seulement des univers parallèles. Elle nous isolerait également des autres civilisations de notre propre univers. Nous serions condamnés à une solitude cosmique, non pas parce que personne d'autre n'existe, mais parce que les lois de la physique interdisent tout contact significatif. Cette perspective est à la fois déprimante et étrangement réconfortante. Déprimante parce qu'elle suggère que nous ne rencontrerons peut-être jamais d'intelligence extraterrestre. Réconfortante parce qu'elle signifie que notre isolement n'est pas dû à notre insignifiance ou à notre indignité, mais simplement aux règles du jeu cosmique. Mais poussons la réflexion plus loin. Si la vitesse de la lumière varie d'un univers à l'autre, comme les théories du multivers le suggèrent, alors certains univers pourraient avoir des vitesses de lumière beaucoup plus élevées que le nôtre.
Dans ces univers, les distances seraient effectivement plus courtes du point de vue de la communication et du voyage. Des civilisations pourraient émerger, se rencontrer, former des réseaux d'échanges et de coopération s'étendant sur des galaxies entières. À l'inverse, d'autres univers pourraient avoir des vitesses de lumière beaucoup plus faibles. Dans ces réalités, l'isolement serait encore plus radical que le nôtre. Même des civilisations situées sur des planètes voisines, autour de la même étoile, pourraient être incapables de communiquer de manière efficace. Chaque monde serait une île absolument coupée du reste de l'existence. Notre univers, avec sa vitesse de lumière particulière, représenterait un compromis entre ces extrêmes. Assez rapide pour que la lumière des étoiles nous parvienne et nous révèle l'existence d'un cosmos vaste. Assez lent pour que ce cosmos reste fondamentalement inaccessible. Nous pouvons voir, mais nous ne pouvons pas toucher. Nous pouvons rêver, mais nous ne pouvons pas atteindre. Cette situation est-elle le fruit du hasard ou répond-elle à un dessein plus profond? Certains penseurs invoquent le principe anthropique pour expliquer les propriétés apparemment réglées de notre univers. Selon ce principe, nous observons un univers compatible avec notre existence précisément parce que nous n'aurions pas pu exister dans un univers incompatible. C'est une tautologie apparente, mais elle a des implications profondes dans un contexte de multivers. Si tous les univers possibles existent réellement, alors nous nous trouvons nécessairement dans l'un de ceux qui permettent l'émergence de la conscience. Les univers où la vitesse de la lumière est trop faible pour permettre la chimie complexe ou trop élevée pour que les systèmes stables se forment existent peut-être, mais ils ne contiennent personne pour les observer. Notre présence ici est sa propre explication. Mais cette explication laisse un goût d'insatisfaction. Elle semble esquiver la vraie question plutôt que d'y répondre. Pourquoi existe-t-il quoi que ce soit plutôt que rien? Pourquoi les lois de la physique sont-elles telles qu'elles permettent l'existence de quelque chose, y compris un multivers potentiellement infini? Ces questions nous mènent aux limites de ce que la science peut adresser. Elles touchent au domaine de la métaphysique, cette branche de la philosophie qui traite de la nature fondamentale de la réalité. Et curieusement, les dernières découvertes de la physique nous ramènent à des questions que les philosophes débattent depuis des millénaires. Considère par exemple le problème de la conscience. La physique peut décrire en détail le fonctionnement du cerveau, les impulsions électriques qui parcourent les neurones, les réactions chimiques qui sous-tendent les pensées et les émotions. Mais elle ne peut pas expliquer pourquoi il existe une expérience subjective associée à ces processus physiques. Pourquoi la couleur rouge ressemble-t-elle à quelque chose? Pourquoi la douleur fait-elle mal? Pourquoi y a-t-il un point de vue intérieur, une perspective à la première personne, plutôt qu'un simple traitement d'informations sans lumière intérieure? Ce problème, que les philosophes appellent le problème difficile de la conscience, pourrait être lié au mystère que nous avons exploré cette nuit. Car si la conscience est un aspect fondamental de la réalité, plutôt qu'un sous-produit accidentel de la complexité neuronale, alors elle pourrait exister dans tous les univers du multivers. La conscience pourrait être le fil qui relie toutes les réalités, le dénominateur commun entre des univers aux lois physiques radicalement différentes. Certains physiciens et philosophes proposent dans des théories encore plus audacieuses. Selon eux, la conscience ne serait pas simplement présente dans le multivers. Elle serait responsable de son existence. L'observation consciente, dans certaines interprétations de la mécanique quantique, semble jouer un rôle dans la détermination de la réalité. Peut-être que le multivers lui-même n'existe que parce qu'il est observé par des consciences qui l'habitent. Cette idée, parfois appelée participation cosmique ou univers participatif, a été proposée sous diverses formes par des physiciens respectés comme John Wheeler. Elle suggère une boucle étrange où l'univers crée des êtres conscients qui, par leur observation, participent à la création de l'univers. Le passé et le futur, la cause et l'effet, seraient entrelacés d'une manière qui défie notre compréhension linéaire du temps. Et la vitesse de la lumière jouerait un rôle crucial dans ce processus, car elle définit l'horizon de ce que nous pouvons observer, et donc ce à quoi nous pouvons participer. Au-delà du cône de lumière, le cosmos reste indéterminé, en suspens, attendant peut-être un regard pour cristalliser sa réalité. La vitesse de la lumière serait alors non seulement une limite sur notre connaissance, mais aussi une limite sur notre pouvoir créateur en tant qu'observateur.
Ces spéculations nous mènent très loin de la physique établie. Elles flirtent avec la science-fiction, voire avec la mystique, mais elles illustrent à quel point les découvertes scientifiques contemporaines bouleversent nos cadres de pensée traditionnels. La frontière entre la science et la philosophie n'a jamais été aussi poreuse. Tournons-nous maintenant vers le futur. Pas le futur immédiat de quelques décennies ou siècles, mais le futur profond, celui qui s'étend sur des milliards et des billions d'années. Que deviendra l'univers et que deviendra la vitesse de la lumière sur ces échelles de temps inconcevables? Selon les modèles cosmologiques actuels, l'univers est en expansion accélérée. Cette accélération est due à ce que les cosmologistes appellent l'énergie sombre, une forme d'énergie mystérieuse qui remplit tout l'espace et exerce une pression négative, poussant les galaxies à s'éloigner les unes des autres de plus en plus vite. Si cette accélération continue, et rien dans nos observations ne suggère qu'elle va s'arrêter, l'univers est condamné à un destin solitaire et glacial. Dans quelques dizaines de milliards d'années, les galaxies lointaines s'éloigneront de nous si vite que leur lumière ne pourra plus jamais nous atteindre. Elles disparaîtront de notre horizon observable, non pas parce qu'elles cessent d'exister, mais parce que la vitesse de leur éloignement dépassera la vitesse de la lumière. Oui, tu as bien entendu. L'expansion de l'espace peut faire reculer les galaxies lointaines à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Cela ne viole pas la relativité, car ce n'est pas le mouvement des galaxies à travers l'espace qui dépasse c, mais l'expansion de l'espace lui-même. La vitesse de la lumière reste la limite pour les objets se déplaçant dans l'espace, mais l'espace lui-même n'est pas soumis à cette limite. Dans un futur très lointain, notre galaxie locale, après avoir fusionné avec Andromède et quelques voisines proches, sera une île solitaire dans un océan de vide. Toutes les autres galaxies seront au-delà de notre horizon, impossibles à observer ou à atteindre. Les civilisations futures qui émergeraient alors pourraient n'en avoir aucune idée que d'autres galaxies existent ou ont jamais existé. Pour elles, l'univers serait leur petit amas local et rien d'autre. Encore plus loin dans le temps, les étoiles elles-mêmes s'éteindront. Les dernières naines rouges, ces étoiles frugales qui brûlent leur combustible avec parcimonie, cesseront de briller dans environ 100 billions d'années. L'univers deviendra un cimetière de cadavres stellaires. Naines blanches refroidissantes, étoiles à neutrons inertes, trous noirs affamés. Mais même les trous noirs ne sont pas éternels. Stephen Hawking a montré en 1974 que les trous noirs rayonnent lentement de l'énergie par un processus quantique désormais connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Très progressivement, sur des échelles de temps qui dépassent l'imagination, les trous noirs s'évaporent, perdant leur masse particule par particule, jusqu'à disparaître dans un dernier flash d'énergie. Le dernier trou noir supermassif de l'univers s'évaporera dans environ un googol d'années, c'est-à-dire 10 puissance 100 ans. Un nombre si grand qu'il est difficile même de le conceptualiser. À ce stade, l'univers ne contiendra plus que des particules élémentaires dispersées dans un vide presque parfait, s'éloignant les unes des autres pour l'éternité. C'est le destin que les cosmologistes appellent la mort thermique de l'univers. Un état d'équilibre final, où plus rien n'arrive, où le temps lui-même perd peut-être son sens, où l'énergie est si diluée qu'aucune structure, aucun processus, aucune pensée ne peut exister. Mais voici une question fascinante. Si le multivers existe, tous les univers partagent-ils ce destin? Ou certains univers évoluent-ils différemment, vers des avenirs plus cléments? Dans un univers où la vitesse de la lumière est plus élevée, l'expansion pourrait être plus lente, où l'énergie sombre pourrait avoir des propriétés différentes. Peut-être existe-t-il des univers éternellement jeunes, des réalités où les étoiles brilleront pour toujours, où la complexité et la conscience peuvent persister indéfiniment. Ou peut-être pas. Peut-être tous les univers sont-ils condamnés à leur propre forme de mort thermique, chacun s'acheminant vers son propre type de silence éternel. Dans ce cas, le multivers tout entier serait une collection de trajectoires vers le néant, des billions d'univers s'éteignant lentement comme des braises dispersées dans l'obscurité infinie. Cette vision est vertigineuse et terrifiante. Elle nous confronte à l'échelle de notre insignifiance cosmique. Nous sommes des créatures éphémères sur une planète minuscule, dans une galaxie banale, dans un univers qui lui-même n'est peut-être qu'une bulle parmi une infinité.
Et tout cela est destiné à disparaître, à s'effacer comme si rien n'avait jamais existé. Mais peut-être est-ce là notre grandeur. Peut-être que la conscience, cette capacité à contempler l'univers et à poser des questions sur sa nature, est le phénomène le plus précieux de toute l'existence. Nous sommes l'univers qui se regarde lui-même. Les atomes arrangés de manière à pouvoir s'émerveiller de leur propre arrangement. Et même si cette merveille est temporaire, elle n'en est pas moins réelle. La vitesse de la lumière, cette limite qui nous emprisonne dans notre coin de réalité, est aussi ce qui nous permet d'exister. Car sans cette limite, sans la structure causale qu'elle impose, l'univers serait peut-être un chaos indifférencié où rien ne pourrait émerger. La barrière est aussi une protection, un enclos où la complexité peut s'épanouir avant de retourner au néant. Peut-être que les autres univers du multivers ne sont pas vraiment séparés de nous. Peut-être que la séparation est une illusion, une conséquence de notre perspective limitée. Si nous pouvions percevoir la réalité dans sa totalité, toutes les dimensions, tous les univers, tous les temps simultanément, nous verrions peut-être que tout est connecté, que la vitesse de la lumière n'est qu'un voile temporaire sur une unité plus profonde. Ces questions resteront peut-être à jamais sans réponse. La limite de notre connaissance, comme celle de notre voyage, est fixée par la vitesse de la lumière. Nous ne pouvons voir que ce qui est à l'intérieur de notre cône de lumière, comprendre que ce que nos expériences peuvent tester, imaginer que ce que nos esprits limités peuvent concevoir. Mais cette limite n'est pas une condamnation, c'est une invitation à explorer tout ce qui est à notre portée, à pousser notre compréhension aussi loin que possible, à célébrer chaque mystère résolu et chaque nouveau mystère découvert. Car le voyage lui-même est peut-être plus précieux que la destination, et les questions plus enrichissantes que les réponses. La nuit est profonde, et les étoiles brillent au-dessus de nous. Chacune un soleil lointain dont la lumière a voyagé pendant des années, des siècles, des millénaires pour atteindre nos yeux. Et derrière cette lumière visible, derrière ce mur de vitesse que rien ne peut franchir, se cachent peut-être des merveilles que nous n'imaginerons jamais. Le mystère demeure, aussi vaste que l'existence, aussi profond que la conscience qui l'observe. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les mystères les plus profonds du cosmos. Cette nuit, nous avons traversé des territoires où la raison humaine atteint ses limites, où les équations les plus élégantes se dissolvent dans l'inconnu, où les questions les plus simples révèlent des abysses insoupçonnés. Et maintenant, alors que les premières lueurs de l'aube commencent peut-être à poindre quelque part sur notre petite planète bleue, il est temps de rassembler les fils de cette exploration et de contempler le tableau dans son ensemble. La vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde. Un nombre que nous avons appris à l'école, que nous avons peut-être oublié, que nous considérions comme un simple fait parmi d'autres. Mais cette nuit, nous avons découvert que ce nombre est bien plus qu'une constante physique. Il est la clé de voûte de notre réalité. Le gardien silencieux des frontières entre les mondes, le métronome invisible qui rythme la danse cosmique de la matière et de l'énergie. Ce nombre définit ce que nous pouvons voir et ce qui nous restera à jamais caché. Il trace les contours de notre prison cosmique, un cône de lumière au-delà duquel s'étend un territoire interdit. Mais ce même nombre est aussi ce qui permet à l'univers d'avoir une structure, une histoire, une causalité. Sans cette limite, les événements se chevaucheront dans un chaos indescriptible. Les causes et les effets se mélangeraient. Le temps lui-même perdrait son sens directionnel. Nous n'existerions pas pour nous poser des questions sur notre existence. La vitesse de la lumière est donc simultanément notre cage et notre berceau. Elle nous emprisonne dans un fragment infime de la réalité totale. Mais elle nous offre un espace où la complexité peut émerger, où les atomes peuvent s'assembler en molécules, les molécules en cellules, les cellules en organismes, les organismes en êtres conscients, capables de contempler les étoiles et de s'interroger sur leur nature. Nous avons exploré les origines de cette limite dans la structure même du vide quantique. Ce bouillonnement incessant de particules virtuelles qui surgissent comme du néant et y retournent en un battement de cils. La permittivité et la perméabilité du vide, ces propriétés abstraites qui semblaient autrefois n'être que des constantes arbitraires, se révèlent être les expressions d'une réalité sous-jacente extraordinairement riche.
Le vide n'est pas vide. Il est plein d'une énergie potentielle si vaste que nos calculs donnent des résultats absurdes, des infinis que nous ne savons pas encore interpréter. Et ce vide, cette texture invisible de l'espace, pourrait être différent ailleurs. Dans d'autres univers du multivers, le bouillonnement quantique pourrait avoir d'autres caractéristiques, donnant naissance à d'autres vitesses de lumière, d'autres forces, d'autres possibilités. Nous ne sommes peut-être pas dans l'unique réalité, mais dans l'une parmi une infinité, chacune avec ses propres règles, ses propres structures, ses propres destins. Les théories que nous avons explorées, la théorie des cordes avec ses dimensions supplémentaires enroulées sur elles-mêmes, l'interprétation des mondes multiples où chaque mesure quantique divise l'univers en branches parallèles, les modèles de Bran flottant dans un espace de dimension supérieure. Toutes ces constructions mathématiques pointent vers la même conclusion vertigineuse. Notre univers n'est probablement pas tout ce qui existe. Il est un fragment, une île, une bulle dans un océan d'existence infiniment plus vaste. Et la vitesse de la lumière est la membrane qui sépare ces bulles. Elle est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir nos voisins cosmiques, ces autres univers qui existent peut-être à une distance infinitésimale dans une direction que nos sens ne peuvent percevoir. Elle est le mur transparent contre lequel notre connaissance vient buter. Encore et encore, nous montrant qu'il y a quelque chose au-delà sans jamais nous permettre de l'atteindre. Nous avons contemplé les phénomènes les plus violents de l'univers, ces cataclysmes qui libèrent des quantités d'énergie défiant l'imagination. Les supernovae qui marquent la mort spectaculaire des étoiles massives, projetant dans l'espace les éléments lourds forgés dans leur cœur brûlant. Les sursauts gamma, ces flashs d'une intensité apocalyptique qui pourraient stériliser des planètes entières à des milliers d'années-lumière de distance. Les magnétars et leurs champs magnétiques si puissants qu'ils déforment le vide lui-même. Les collisions d'étoiles à neutrons qui créent l'or et le platine dans des forges de feu et de gravité. Les fusions de trous noirs qui font trembler le tissu même de l'espace-temps. Dans ces événements extrêmes, les limites de notre physique sont testées jusqu'au point de rupture. La vitesse de la lumière demeure intacte, confirmée par chaque observation avec une précision toujours plus grande. Mais d'autres barrières pourraient céder. L'énergie concentrée dans ces cataclysmes pourrait, selon certaines théories, ouvrir des brèches momentanées vers d'autres réalités. Les trous noirs pourraient être des portails vers des univers enfants. Les collisions entre brânes cosmiques pourraient créer de nouveaux Big Bangs, de nouvelles réalités jaillissant de la violence de ces rencontres. Nous avons médité sur les implications de tout cela pour notre existence, pour notre identité, pour notre sens moral. Si le multivers est réel, si une infinité de versions de nous-mêmes existent dans une infinité de branches parallèles, que signifie être soi ? Que signifie faire un choix quand toutes les alternatives sont réalisées quelque part ? Que signifie la responsabilité quand chaque action et son contraire se produisent simultanément ? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Peut-être n'ont-elles pas de réponse du tout. Du moins pas dans les termes où nous les formulons. Peut-être devrons-nous inventer de nouveaux concepts, de nouvelles façons de penser, pour naviguer dans un cosmos si étranger à nos intuitions façonnées par des millions d'années d'évolution sur une petite planète tempérée. Et nous avons regardé vers le futur, ce futur immense qui s'étend sur des billions et des googles d'années, bien au-delà de tout ce que l'esprit humain peut vraiment appréhender. L'expansion accélérée de l'univers qui effacera progressivement les galaxies lointaines de notre horizon observable. L'extinction des dernières étoiles qui plongera le cosmos dans une obscurité définitive. L'évaporation des trous noirs qui dispersera les derniers vestiges de structure dans un vide presque parfait. La mort thermique finale, où plus rien ne pourra jamais arriver. Ce destin semble inéluctable selon nos modèles actuels. Mais nos modèles sont incomplets. Nous ne comprenons pas vraiment l'énergie sombre qui accélère l'expansion. Nous ne savons pas si le multivers existe vraiment. Et s'il existe, s'il offre des échappatoires à ce destin glacial. Peut-être des univers voisins du nôtre évoluent-ils vers des avenirs plus cléments. Peut-être des connexions entre les réalités permettront-elles un jour à l'information, à la conscience, à quelque chose de nous, de persister au-delà de la mort de notre propre cosmos. Ou peut-être pas. Peut-être sommes-nous véritablement seuls, véritablement éphémères,
véritablement destinés à l'oubli total. Cette possibilité ne devrait pas nous désespérer. Elle devrait au contraire nous émerveiller. Car si notre existence est temporaire, elle n'en est pas moins réelle. Si notre conscience est une flamme qui s'éteindra, elle n'en brûle pas moins en ce moment. Et la lumière qu'elle projette, aussi faible soit-elle à l'échelle cosmique, est peut-être la chose la plus précieuse de toute l'existence. Nous sommes l'univers qui prend conscience de lui-même. Cette phrase, souvent répétée, n'en reste pas moins profondément vraie et profondément mystérieuse. Les atomes qui composent notre corps ont été forgés dans le cœur des étoiles, il y a des milliards d'années. Le carbone de nos cellules, l'oxygène que nous respirons, le fer de notre sang, tout cela vient des fournaises stellaires qui ont brillé et se sont éteintes bien avant la naissance de notre Soleil. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles. Mais nous sommes une poussière d'étoiles qui pense, qui ressent, qui aime et qui souffre, qui pose des questions sur son origine et son destin, qui contemple les étoiles dont elle est née et s'émerveille de leur beauté. Cette capacité de réflexion, de conscience, est peut-être le phénomène le plus improbable et le plus précieux de tout le cosmos. Et la vitesse de la lumière, cette limite que nous avons explorée cette nuit, est intimement liée à cette capacité. Car sans la structure causale qu'elle impose, sans la séparation entre passé et futur qu'elle rend possible, la conscience telle que nous la connaissons ne pourrait probablement pas exister. La pensée requiert une séquence, un déroulement dans le temps, une distinction entre ce qui était et ce qui sera. La vitesse de la lumière est le gardien de cette distinction. D'une certaine manière, nous pourrions dire que la vitesse de la lumière existe pour que nous puissions exister. Non pas au sens d'un dessein intentionnel, d'un créateur qui aurait choisi cette valeur pour nous permettre d'émerger, mais au sens du principe anthropique, cette observation que nous ne pouvons nous trouver que dans un univers compatible avec notre existence. Si la vitesse de la lumière était radicalement différente, nous ne serions pas là pour nous poser des questions à son sujet. Notre présence même est une forme de sélection. Un filtre qui nous garantit de nous trouver dans une réalité où les paramètres permettent la complexité et la conscience. Mais cette explication laisse intact le mystère le plus profond. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi les lois de la physique sont-elles telles qu'elles permettent l'existence de quoi que ce soit, y compris un multivers potentiellement infini ? Pourquoi la logique, les mathématiques, les structures abstraites qui sous-tendent notre compréhension du monde, pourquoi tout cela existe-t-il ? Ces questions débordent du cadre de la science. Elles appartiennent au domaine de la philosophie, de la métaphysique, peut-être de la spiritualité. La science peut nous dire comment l'univers fonctionne, avec une précision toujours croissante. Elle peut même nous dire, peut-être, pourquoi il fonctionne de cette manière particulière parmi toutes les manières possibles. Mais elle ne peut pas nous dire pourquoi il y a un fonctionnement du tout. Pourquoi l'existence plutôt que l'inexistence ? Peut-être cette question n'a-t-elle pas de sens ? Peut-être est-elle mal formulée, reposant sur des présupposés incorrects sur la nature de l'être et du néant. Peut-être la réponse est-elle si simple qu'elle nous échappe, ou si complexe qu'elle dépasse les capacités de tout esprit fini. Nous ne le saurons peut-être jamais. Et pourtant, le simple fait de poser cette question est extraordinaire. Que l'univers ait produit des créatures capables de s'interroger sur leur propre existence, capables de concevoir des mathématiques et de découvrir les lois de la physique, capables de construire des télescopes qui scrutent les confins du cosmos et des accélérateurs qui sondent les profondeurs de la matière, cela tient du miracle. Pas un miracle au sens surnaturel, mais un miracle au sens de l'émerveillement, de l'étonnement devant l'improbable beauté de ce qui est. La vitesse de la lumière cache peut-être des univers parallèles. Peut-être qu'au-delà de cette barrière invisible, une infinité de réalités déploient là leurs propres drames cosmiques, leurs propres histoires, leurs propres formes de conscience. Peut-être que des versions de nous-mêmes, légèrement ou radicalement différentes, vivent en ce moment même des vies dont nous ne saurons jamais rien. Mais peut-être aussi que tout cela n'est que spéculation, que théorie non vérifiée, que rêve de physiciens s'aventurant au-delà des données. Peut-être que notre univers est véritablement unique, la seule réalité, le seul théâtre où se joue le drame de l'existence. Dans ce cas, nous serions encore plus précieux, encore plus improbables, encore plus dignes d'émerveillement.
quelle que soit la vérité, une chose demeure certaine, nous sommes ici, nous existons, nous ressentons, nous pensons, nous aimons. Et pour le bref instant que dure notre vie à l'échelle cosmique, nous avons le privilège extraordinaire de contempler l'univers et de nous émerveiller de ses mystères. La vitesse de la lumière continuera de briller dans le vide, transportant les images des étoiles lointaines jusqu'à nos yeux, traçant les limites de notre horizon cosmique, gardant les secrets des réalités que nous ne percevrons jamais. Elle est à la fois la messagère et la gardienne, celle qui nous révèle l'existence d'un cosmos immense et celle qui nous interdit d'en atteindre la majeure partie. Et nous, petites créatures fragiles sur notre petit monde bleu, nous continuerons de regarder vers le ciel, de poser des questions, de chercher des réponses. Nous construirons des instruments toujours plus puissants, développerons des théories toujours plus audacieuses, repousserons les frontières de notre connaissance aussi loin que possible. Peut-être qu'un jour, des générations futures découvriront comment contourner la barrière de la vitesse de la lumière. Peut-être trouveront-elles des trous de verre traversables, des dimensions supplémentaires accessibles, des failles dans le tissu de l'espace-temps. Peut-être établiront-elles le contact avec des intelligences extraterrestres qui leur enseigneront des secrets que nous n'imaginons pas. Ou peut-être resteront-elles, comme nous, confinées dans leur cône de lumière, riches de savoir mais limitées dans leur portée. Quoi qu'il en soit, le voyage en vaut la peine. La quête de compréhension, même inachevée, donne un sens à notre existence. Chaque question posée, même sans réponse, élargit notre horizon intérieur. Chaque mystère contemplé, même non résolu, enrichit notre expérience de l'être. Cette nuit, nous avons voyagé ensemble aux confins de la connaissance humaine. Nous avons exploré les équations les plus profondes de la physique, les spéculations les plus audacieuses de la cosmologie, les paradoxes les plus vertigineux de la philosophie. Nous avons contemplé l'infiniment grand et l'infiniment petit, le passé le plus lointain et le futur le plus distant. Et à travers tout cela, nous avons gardé en fil conducteur cette constante mystérieuse, cette vitesse de 300 000 km par seconde qui définit les contours de notre réalité. Je te laisse maintenant avec ces pensées, ces questions, ces merveilles. Peut-être t'accompagneront-elles dans tes rêves, colorant ton sommeil d'images cosmiques. Peut-être ressurgiront-elles demain, ou dans des années, modifiant subtilement ta façon de voir le monde. Peut-être n'auront-elles aucun effet perceptible, mais auront-elles néanmoins enrichi, d'une manière invisible, ton expérience de l'existence. Regarde le ciel la prochaine fois que tu en auras l'occasion. Regarde les étoiles, ces points de lumière qui ont voyagé pendant des années ou des siècles pour atteindre tes yeux. Pense à tout ce qui se cache derrière cette lumière visible, à tous les univers possibles que la vitesse de la lumière pourrait nous cacher, et ressens, peut-être, ce mélange étrange de vertige et de paix qui accompagne la contemplation de l'infini. Nous sommes petits, mais nous pensons grand. Nous sommes éphémères, mais nous touchons à l'éternel. Nous sommes limités par la vitesse de la lumière, mais notre imagination n'a pas de frontières. C'est peut-être cela, finalement, notre plus grande victoire sur les limites cosmiques. Nous ne pouvons pas voyager plus vite que la lumière. Nous ne pouvons pas atteindre les autres univers du multivers. Nous ne pouvons pas survivre à la mort thermique du cosmos. Mais nous pouvons imaginer tout cela. Nous pouvons concevoir des théories qui décrivent des réalités que nous ne verrons jamais. Nous pouvons rêver d'infini que nous ne toucherons jamais. Et dans ce rêve, dans cette imagination, dans cette capacité à transcender nos limites physiques par la puissance de la pensée, nous atteignons peut-être une forme d'immortalité. Pas une immortalité du corps, qui demeure soumis aux lois de la thermodynamique, mais une immortalité de l'esprit, qui peut embrasser l'éternité en un instant, qui peut contenir l'infini dans un crâne de quelques centimètres. La vitesse de la lumière nous emprisonne dans notre petit coin de cosmos. Mais elle ne peut pas emprisonner notre curiosité, notre émerveillement, notre soif de comprendre. Ces qualités sont peut-être ce que nous avons de plus précieux, et elles sont libres de toute contrainte physique. Que cette nuit t'ait apporté des questions plutôt que des réponses est peut-être sa plus grande réussite. Car les questions nous gardent vivants, nous poussent en avant, nous rappellent que le mystère est inépuisable. Un univers sans questions serait un univers mort, même si toutes les étoiles y brillaient encore.
le mystère demeure. La vitesse de la lumière garde ses secrets. Et nous, petits êtres éphémères sur notre petite planète bleue, continuons de regarder vers les étoiles, émerveillés et humbles, curieux et reconnaissants d'être là pour nous émerveiller. Bonne nuit, et que tes rêves soient peuplés d'étoiles.